Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Arlin, on le rappelle, hein, l'infidélité reste un des vrais problèmes du couple, quoi qu'on en dise, hein, même si on est un peu plus ouvert à ça. Et c'est important de rappeler qu'il est possible de continuer à vivre ensemble même après une infidélité. En revanche, il est souvent nécessaire de travailler sur cette question-là, et c'est d'ailleurs une belle raison d'aller consulter. En général, une ou deux consultations d'ailleurs suffisent. Hein, c'est histoire de bien nettoyer, si je puis dire, le problème. Alors, dans un premier temps, il est important que la personne qui a été trompée, hein, je suis désolée, j'utilise ce mot-là, même si je suis pas une fan, se sente comprise dans sa douleur. Sinon, toute explication du partenaire sera entendue comme des justifications. Hein, donc ça, c'est vraiment la première chose qui est importante. Il est essentiel aussi de faire la distinction entre ce qui est mal et ce qui fait mal. Je ne sais pas si oui. Hein, c'est important aussi ça. Oui, mais on est bien d'accord que le curseur va être placé différemment en fonction des couples. Et ça, il faut pouvoir se le dire à l'avance. Mais évidemment que ce que je ressens n'est pas forcément une définition de l'action de l'autre. L'autre peut avoir fait quelque chose dans l'absolu qui n'est pas mal, mais moi, ça peut horriblement me faire souffrir. Oui, on pense par exemple, si c'est juste un échange... échange de textes, peu importe. Exactement. Voilà. Bon, ensuite, on constate qu'il y a plusieurs manières de continuer. Alors, j'en ai constaté 3, mais vous en verrez peut-être plus. La première, elle est négative, hein, c'est que les partenaires s'enferment dans le passé. Il y a le martyr et le bourreau, hein, en quelque sorte, le martyr étant évidemment la personne trompée, le bourreau, celui ou celle qui a trompé. Et donc là, c'est pas tellement possible de s'en sortir, hein. C'est rare que le couple résiste à ce système-là. Ceux qui s'en sortent tout seuls à force d'efforts et qui arrivent à tourner la page, on pourrait appeler cela les bâtisseurs. Hein. Donc ils construisent autre chose sur des ruines, et puis ils font comme si s'était rien passé. Et puis il y a ceux qui renaissent de leurs cendres afin de créer une relation plus harmonieuse. Vous imaginez bien que c'est la troisième solution qui me paraît la meilleure. Et donc ceux-là s'en sortent évidemment mieux. On peut même dire que parfois ils s'en sortent gagnants, c'est-à-dire que le couple va encore mieux parce que ils ont dépassé la déception. Beaucoup le disent. Beaucoup le disent. Il y a une donnée qu'on n'a pas notée mais qui est extrêmement importante et qui va déterminer l'enjeu derrière, c'est la part de mensonge. Car je crois qu'une des choses qui va faire le plus mal, c'est les mensonges, c'est le déni, c'est le fait que l'un des deux sentait qu'il se passait quelque chose et que quand il posait la question, il disait « mais non, mais tu te fais des films, Et quand on finit par arriver à confronter l'autre dans la vérité, là c'est difficile parce qu'on se dit « oui, je peux l'entendre, il veut pas recommencer, mais il a été capable de me mentir pendant 6 mois, pourquoi il pourrait pas continuer ?» Et le mensonge va venir faire beaucoup plus de dégâts que l'acte qui en soi est extrêmement douloureux, mais s'il peut être accompagné de compréhension, le couple va pouvoir grandir et garder confiance l'un dans l'autre. S'il y a énormément de mensonges, ils vont se battre sur les mensonges et c'est compliqué. Vous avez dit le mot, hein, c'est repartir sur un socle de confiance. Hein, ouais. Y a rien à faire. Et avec le mensonge, c'est ça compliqué. veut dire quoi? Ça veut dire pour vous, Philippe Arlin, on a une relation extra-conjugale, on dit rien. Tant que l'autre ne devine rien, tout va bien. Mais si l'autre devine, si l'autre dit est-ce que tu as quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il faut avouer. Alors, il faut avouer. Je sais pas, oui, je pose la question clairement. Là. Alors, je suis pas pour, j'ai fait un truc, forcément aller le dire, parce que... mais si l'autre pose la question, si on sent que l'autre sent quelque chose, je trouve que c'est un non-respect de la personne qu'on aime, de lui dire qu'elle se trompe, donc en gros, elle est folle, donc elle se fait des films, donc... Moi, j'ai l'impression qu'on n'aime pas l'autre quand on est capable de faire ça. Donc, je pense que là, il y a un moment... On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Il y a un moment... Il faut dialoguer, il faut dire oui. Oui, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu as senti? Comment tu t'es rendu compte? Donc, déjà, on ne prend pas l'autre pour une folle. Pour un con, oui. Ni pour un con. On va pouvoir mieux entendre la souffrance que ça génère. Et après, je trouve que c'est un cadre idéal pour pouvoir présenter des excuses. Par contre, si on est dans la négation, si on prend l'autre ridicule, déjà on va avoir du mal à entendre ses souffrances parce qu'on a l'impression. Et du coup, quand on s'excuse,
c'est plus compliqué. Alors, je ne suis pas pour la transparence, soyons. Je me doute, je vous connais. Parce que ça fout un bazar sans nom et c'est une illusion. On a besoin d'avoir son jardin secret, mais quand l'autre pose des questions, mentir, faut vraiment réfléchir ce qu'on fait quand on ment à l'autre, parce que souvent, ça peut vraiment se retourner. On ment pour se protéger de soi-même, le doigt dans le pot de confiture, ou se dire tant que ça marche comme ça, je continue à mentir. Bien sûr. Évidemment.